Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission. Lui Magloire Kemayo, journaliste et écrivain. Sana Komlan Sadio Etou, analyste économique et sociopolitique. Abel Ezouyao Badassé, il est le secrétaire général du Parti du Peuple et de l'Intégrité. On parlait du Centrafrique. Alors, Sana, on parlait justement des manifestations pro-pouvoir pour un changement de constitution. Les manifestants sont estimés à combien précisément? Il faut noter également que certains sont venus, mais ne savent pas véritablement pourquoi ils sont venus. Vous les avez questionnés? Comment expliquer cela? Oui, l'AFP les a questionnés. Moi, ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas s'amuser à banaliser en de pareils thèmes un débat qui est plus approfondi. Il est vrai que lorsque vous prenez l'article 153, c'est l'article 153 de la Constitution, si je ne m'abuse pas. C'est 154. Non, 153 qui parle de... C'est-à-dire l'article liste les choses qui ne sont pas sujettes à modification. Ouais. Notamment la durée du nombre de mandats présidentiels. Parce que c'est ce qui est reproché, ou bien c'est l'accusation qui est portée. Comme quoi, en modifiant l'article 154 de la Constitution, ça pourrait avoir un impact sur la durée du mandat présidentiel, parce que cela ouvrirait la voie à ce qu'on appelle les compteurs à zéro. Alors que l'article 153 dit que le nombre de mandats n'est pas sujet à modification. Donc, lorsque l'on plante ce décor, il faut aller vers des analyses juridiques. Parce que, au-delà de tout ce qu'on peut penser, moi je pense que ce n'est pas parce que tel monsieur fait partie d'un parti politique qu'il n'est pas légitime pour exprimer son point de vue sur la gouvernance, sur la gestion de l'État. Je vais prendre ce crochet pour dire que la Cour constitutionnelle ou les membres d'un conseil constitutionnel ont un droit de réserve. C'est-à-dire ils ne peuvent pas se mêler des affaires courantes publiques si on ne les saisit pas. Moi, un jour, j'ai demandé à un président d'institution, mais pourquoi sur tel sujet, vous nous dites non, nous avons un devoir de réserve. Il faut qu'on nous saisisse de manière officielle avant de réagir. Dans ce cas, peut-être l'opposition à Magloire qui pose la préoccupation de Magloire. C'est aussi leur difficulté. Ils ont peut-être leur point de vue, mais il faut qu'ils soient institutionnellement saisis. Et je crois que les modèles... Dans ce cas, l'opposition peut saisir la Cour constitutionnelle si c'est prévu par les tests. Parce que, par exemple, au Togo, nous avons cette saisine qui est limitée à un certain nombre de personnalités. Au Bénin, ce n'est pas le cas. Tout le monde peut saisir la Cour constitutionnelle pour se prononcer. Donc, il faut tenir compte des textes de la République centrafricaine. Donc, je disais que, en réalité, ce débat a toujours existé de part et d'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive lorsque l'on modifie une constitution? Et les débats sont même partagés entre les juristes. Moi, je pense qu'au-delà de ce problème, il faut aussi, lorsque nous faisons des analyses, proposer des issues, des solutions, proposer quelque chose. Moi, je pense que pour définitivement sortir de ces sujets, il n'y a qu'une seule manière. Et avant de parler de cela, je suis d'accord avec M. Magloire. Nous devons sortir de ces aspects, de ces choses qu'on nous a imposées. Parce que lorsque vous prenez l'histoire de la démocratie en Afrique, elle a été décidée par les gens que nous appelons aujourd'hui colons. Mais pourtant, nous nous accrochons à ça. Alors que nous voyons que ça produit des crises. Dès lors, il faut qu'on essaie d'innover, qu'on essaie de penser, mais comment est-ce que nous allons sortir définitivement de cette situation? Cela ne vous aura pas échappé que la Russie, ou je dis plutôt le Centrafrique aujourd'hui, a fait appel à des Russes. Même situation que le Mali. Est-ce que le président Touadéra ne serait pas tenté, si jamais on s'oppose à cela, que ce sont les Français
C'est pour faire un crochet entre ce débat-là qui existe aujourd'hui. On voit déjà la tension entre les deux pays. Donc aujourd'hui, tenons-nous-en aux idées, laissons les aspects partisans qui entourent la chose. Donc ce que je dis, mais qu'est-ce qui arrive quand la Constitution ne dit pas expressément cela? Parce que, quel que soit ce que nous disons, lorsqu'une Constitution prévoit les modalités de sa modification et que cette modification suit son cours, mais on ne peut rien reprocher à cette modification-là. Donc, c'est la question qu'il faut se poser maintenant. Qu'est-ce qu'il en advient? Moi, je pense que, puisque cette situation a toujours créé des crises, je pense qu'à chaque fois qu'il va être question de modifier et les articles, il faut à chaque fois proposer un référendum aux citoyens leur demandant est-ce que vous souhaitez qu'à l'issue de cette modification, le président puisse rempiler ou pas. Même en cas de référendum, quelquefois on doute justement de ce référendum. De toutes les façons, vous l'avez vu, il ne vous a pas échappé que des gens qui nous ont donné ce cours de limitation des mandats, par exemple en France, les élections présidentielles passées n'ont pas été exemptes d'irrégularité. Moi, j'ai suivi la présentation de M. Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel français. Dans son exposé, il a à un moment donné parlé d'irrégularités qui ont abouti à l'annulation d'un certain nombre de voix. Ce qui veut dire que, au-delà des irrégularités, il faut apprécier le poids de ces irrégularités par rapport au suffrage exprimé pour voir si c'est significatif, si ces irrégularités sont de nature à déséquilibrer de manière irrémédiable les résultats. Donc, même aux États-Unis, partout, il y a des irrégularités. Mais quelle est l'ampleur de ces irrégularités? Parce que nous avons tendance à dire, oui, il y a irrégularité, oui, il y a irrégularité. Mais quel est son poids? On a tendance à dire, oui, on a vu un militaire accourir avec une urne. Quel est le poids de cette urne-là par rapport au suffrage total exprimé? Donc, c'est pour dire que nous devons être plus sérieux parce que c'est un problème, c'est une préoccupation. D'aucuns parlent de la sécurité juridique. La loi ne dispose que pour l'avenir. C'est un principe de sécurité juridique. Donc, une loi d'aujourd'hui ne peut pas régir une situation antérieure. Lorsque l'on modifie une constitution aujourd'hui, on ne peut pas tenir compte des situations antérieures qui précédaient. On ne peut pas faire ainsi dessus. C'est le principe de la sécurité juridique. C'est comme par exemple, sur le plan pénal, on ne peut pas, par exemple, je dis n'importe quoi, si aujourd'hui on décide que la polygamie est un crime, ceux qui étaient polygames avant l'avènement de cette loi-là, est-ce qu'on va les juger coupables pour ça? C'est tout ce principe-là qu'il faut respecter en tenant compte de cette réalité. Donc c'est pourquoi moi je pense qu'à chaque moment que ce débat surgit, il faut donner l'opportunité au peuple souverain de s'exprimer par les urnes. Et je crois que c'est dans ce sens où va même la constitution togolaise. Parce que lorsque vous prenez l'article sur la durée de la limitation des mandats, il dit que le mandat présidentiel est renouvelable une fois. Cet article ne peut être modifié que par un référendum. C'est-à-dire, cette limite ne peut être modifiée que par un référendum. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Togo a su évacuer un problème. Aujourd'hui, des députés en catimini, même à 99%, des sièges de l'Assemblée nationale ne peuvent plus modifier cet article-là. Il leur reviendra pour le faire de donner la voix au peuple qui est souverain pour s'exprimer sur la question. Alors, Abel Badassé, ces manifestations, c'est l'illustration de ce qui peut se passer dans l'avenir. On peut commencer par penser au pire entre griffes, parce que déjà la société civile n'est pas contente. Il y a également l'opposition. Qu'est-ce qui peut se passer éventuellement? Non, bon, je crois que les gens sont en train de manifester juste parce que ils voudraient qu'on puisse respecter les textes. Mais au départ, Macron avait dit que le problème de l'Afrique n'était pas dans les modifications des textes constitutionnels. Mais le problème est ailleurs. Je suis d'accord. Mais à partir du moment où, en Afrique, nous avons fait l'observation que les dirigeants, une fois au pouvoir, organisent des élections qui ne sont pas des élections crédibles. Et la plupart des élections qu'on organise en Afrique, surtout dans les pays francophones,
c'est des élections qui sont sujettes à contestation, à des violences. Et pour mettre au moins une sécurité, on ne peut pas. Je suis d'accord qu'on peut avoir un texte constitutionnel qui ne limite pas les mandats. Bon, si le président de la République qui est là, il assure la bonne gouvernance, il fait la promotion des droits de l'homme, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Il fait comme Kagame. À partir du moment où nous avons la malgouvernance, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes sociaux, mais avec des dirigeants qui sont là et qui, de surcroît, ont toutes les institutions à leur botte. Mais lorsqu'on organise des élections, mais quelle crédibilité alors on peut donner à cette élection-là qui est organisée par une machine supervisée par le président en exercice? C'est pourquoi je pense qu'il serait préférable de pouvoir mettre un verrou pour que de ces actes-là ne se reproduisent pas. Si quelqu'un est amené à gérer mal, qu'il parte. Qu'il parte après ces 2 mandats, que le peuple ne puisse pas souffrir. C'est dans ce sens que je dis que l'opposition centrafricaine a le droit de réagir parce qu'elle sent là les vérités du 3e mandat pour le... Alors, lors du dialogue Magloire-Kemayo, on a vu les partis d'opposition et la société civile qui ont surtout parlé des élections écoulées. Le problème des élections écoulées, parce que pour eux, ce ne sont pas tous les Centrafricains qui ont pu voter. On n'a pas encore évacué cela. On parle d'éventuel 3e mandat du président Faustin-Archange Touadéra. On peut s'attendre à quoi, selon vous? Moi, je crois malheureusement qu'on va droit vers un 3e mandat de Faustin-Archange Touadéra parce que nous arrivons pratiquement au terme de ces 2 mandats de président. Je pense qu'il y a 1 an, il ne reste plus qu'1 an avant que son mandat soit échu. Et il va probablement faire une révision constitutionnelle pour remettre les compteurs à zéro et se représenter. Pour moi, c'est la grosse erreur qu'il commet. Parce que nous sommes dans un pays, comme vous l'avez rappelé, où non seulement l'opposition politique, mais également les milices ne sont pas d'accord avec le dialogue qui a été organisé et avec cette réforme constitutionnelle qui est dans les tuyaux. Et donc, si on a ça, et que le président ne tient que Bangui, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le pays est gouverné à Bangui. Quelques villes ont été reprises à l'intérieur du pays, mais on reste encore dans un pays qui est très peu administré. La souveraineté ne s'étend pas sur l'ensemble du territoire. À côté de ça, vous avez une grande partie de l'opposition qui est encore dans les pays voisins. Ouais, le Tchad, par exemple. Au Tchad, au Soudan et dans d'autres pays. Donc, ces voisins-là n'ont plus la capacité de soutenir une rébellion armée comme ils le faisaient avant. La Russie est venue, à travers Wagner et, disons, les instructeurs russes, renforcer le pouvoir du président Touadéra en termes de sécurité. Mais qu'est-ce qui se passerait si cette réforme suscitait une nouvelle rébellion ou un nouveau mouvement de contestation et que les gens prenaient des armes pour lutter contre le président Touadéra? Peut-être que la Russie est là pour les contrer. Peut-être le président compte peut-être sur la Russie. Peut-être qu'il compte sur la Russie, mais la Russie ne fera pas tout. Il restera encore des Centrafricains proches de lui qui pourront organiser des attentats, qui pourront organiser des coups d'État, qui pourront, après son élection, comme on l'a vu en République de Guinée, organiser un coup d'État pour le renverser. Donc, quand des situations sont confligènes, comme c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'il faut surseoir à ce type de situation. Au Sénégal, ils ont été un peu plus malins. Ils n'ont pas été capables d'empêcher Maître Abdoulaye Wade de briguer un 3e mandat. Cela dit, une fois qu'ils sont allés dans les urnes, ils l'ont empêché d'être réélu. Ils ont élu Macky Sall. Et on ne sait pas si Macky Sall se présentera pour un 3e mandat, mais le fait est qu'au Sénégal, la question a été réglée par les élections. Les Sénégalais ont choisi de ne pas renouveler leur confiance au président Abdoulaye Wade. Espérons que si, en République centrafricaine, cette révision de la Constitution débouche sur un 3e mandat et que le président Faustin-Archange Touadéra se présente, que le résultat des urnes soit respecté par tout le monde. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans une situation confligène. J'ai beau estimer que le problème, ce n'est pas la limitation des mandats, quand on est dans une situation où on ne fait pas l'unanimité, et ce n'est pas seulement l'unanimité, mais il y a une grande partie de la population qui est opposée à une réforme,
je pense qu'il faut la laisser tomber et passer à autre chose. Le président veut continuer sans doute la marche de la sécurisation de la République centrafricaine avec la Russie. Je voudrais ajouter une autre chose pour terminer, parce que... Pardon c'est toi, je laisse. Il y a un point dans la réforme qui était également important, parce que ce n'est pas la seule réforme. Il y a 2 ans à peu près, il y avait également un autre débat sur la réforme de la Constitution. Et elle portait cette fois sur le président et ses activités. Parce que nous n'oublions pas que le président Faustin Archange Touadéra est d'abord enseignant, qu'il enseigne à l'université de Bangui. Les mathématiques. Il enseigne des mathématiques. Précis. Tout à fait. Et qu'il continuait d'enseigner tout en étant président de la République. Alors il était question de savoir si le président a le droit d'exercer une autre activité lucrative en dehors de celle de président ou pas. On a légiféré là-dessus. Je ne sais pas s'il a respecté, je n'ai plus les conclusions pour savoir s'il exerce bénévolement à l'université ou s'il exerce bénévolement à la tête du pays. Mais c'était un sujet très important, celui de savoir si le président peut avoir 2 salaires pendant qu'il est à la tête de l'État et s'il a surtout le droit d'exercer une autre activité en dehors de celle de président de la République. Donc ce sont tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte et qui font que là, il n'y a pas de lisibilité sur cette réforme à venir, à part celle de considérer que c'est pour permettre au président Touadéra d'avoir un 3e mandat. Pour la sécurisation de la République centrafricaine, peut-être que la marche avec la Russie va continuer avec le président Faustin Archange Touadéra. Il fait ce choix peut-être à venir du 3e mandat pour la sécurité de son pays. Sana Sadio? Moi, je pense que pour le moment, il n'est pas encore question que c'est vrai. On est dans la projection. Que les députés centrafricains ont entamé l'étude d'une proposition de loi ou bien de projet de loi. C'est juste une pétition émanant de certains centrafricains dont on parle. Donc pour le moment, de manière officielle, aucune démarche légale n'est pas engagée dans ce sens. Cela dit, ce que moi j'aimerais dire, et puis encore répéter encore une fois, c'est que on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a des crises, c'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance qu'on ne doit pas modifier la Constitution. Pour moi, ce n'est pas un tabou. C'est un tabou qui ne devrait pas, exister. Parce que nous avons une histoire récente. C'est celle du Burkina Faso. Monsieur Roch Christian Kaboré était un président démocratiquement élu qui a été déposé, non pas parce qu'il a brigué un 3e mandat ou parce qu'il a modifié la Constitution, mais parce qu'on lui reprochait des insuffisances une inefficacité au niveau sécuritaire, dans l'assurance de la sécurité des Burkinabés. Même le cas du Mali avec Ibeka, ce n'était pas un problème de modification de la Constitution pour se présenter. Donc pour ma part, moi je pense toujours que bloquer ou bien verrouiller le nombre de mandats présidentiels brigables, ce n'est pas ça qui va empêcher la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, la corruption. Il ne faut pas déplacer les sujets. Chaque chose a sa manière d'être réglée. C'est pourquoi je dis, au-delà de ces aspects, il faut qu'on puisse innover. Vous avez des pays, j'ai cité tout à l'heure le cas du Rwanda, où le régime rwandais aura beau être un régime que l'on qualifie d'autoritaire, avec des scores à la soviétique aux élections présidentielles, mais quel est le bilan? Quel est le bilan économique et social de M. Kagame? À tel point que des pays comme le Togo, beaucoup de pays veulent s'inspirer du modèle du Rwanda. Donc vous pensez que le Rwanda illustre comment la démocratie peut être faite en Afrique? C'est ce que vous pensez? Ce n'est pas seul le Rwanda. Nous avons en Afrique des monarchies qui fonctionnent bien. Nous avons en Europe des monarchies qui existent, qui n'ont jamais été remises en question. Donc, je pense aussi que
l'État, c'est nous, c'est vous et moi. S'il y a des problèmes, c'est aux hommes de trouver des solutions à ces problèmes. Parce que, quel que soit le verrou que l'on pourra poser, les exemples, et de la Guinée, et du Burkina, et du Mali nous montrent que, quel que soit le verrou, il y a une catégorie de gens qui sont capables de déposer un président démocratiquement élu, même si, quel que soit son bilan, parce qu'ils ont la force. Et peut-être parce qu'ils peuvent jouer sur des sentiments peut-être anti-français et pro-russes pour avoir une certaine popularité auprès des populations. Donc moi je pense que ce n'est pas bloquer la durée des mandats présidentiels qui est un gage de bonne gouvernance, qui est un gage d'efficacité dans la manière dont comment on appelle, les projets de bonne gouvernance, les projets sont menés. On va quitter Bangui pour Lomé. 4 mesures ont été prises par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, mercredi 27 avril 2022 pour faire face au phénomène de la vie chère, alors qu'il s'adressait à la nation à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de la cession du pays à la souveraineté internationale. On va suivre l'élément du confrère Simplice Oniglo et on revient pour la suite. Au Togo, les prix du maïs, du riz, du haricot, du mil et du sorgho connaissent désormais un plafonnement sur toute l'étendue du territoire. Cette mesure du gouvernement, comme plusieurs autres, à l'instar de la suspension du paiement des taxes de tickets dans les marchés à l'échelle nationale, vise à alléger le poids de la vie chère qui pèse sur les populations. Dans les marchés, comme ici à Hanoukopé, la nouvelle est diversement appréciée. À notre niveau, le problème ne se pose pas. S'ils veulent qu'on vende à bas prix, qu'ils aillent à la source pour voir les agriculteurs. C'est à base du prix d'achat là-bas que nous fixons nos prix ici. Si nous évacuons les stocks disponibles actuellement, on avisera par rapport au prix. Si au niveau des grossistes, ils réduisent le prix, on le réduira également. Sinon, nous ne pourrons pas les réduire. Quand nous avons un prix pour le ticket, nous avons apprécié. Ils disent qu'à partir du 1er mai jusqu'en juillet, ils ne percevront plus de taxes. Mais s'ils veulent réellement nous aider, qu'ils réduisent le coût des tickets quand ils vont recommencer à les percevoir. Pour le gouvernement, il s'agit prioritairement de faire appel à la solidarité nationale et à un esprit de patriotisme pour venir en aide aux plus vulnérables. Décidé pour prendre effet dans l'immédiat, le plafonnement des prix des produits locaux et importés fera objet d'un suivi et sera sanctionné en cas de non-respect. La mesure est d'application immédiate. Nous aurons à faire un travail en vidéoconférence avec nos directions régionales qui sont aujourd'hui connectées pour mettre en place les mesures de contrôle et puis de suivi dans toutes les régions du pays. En tenant compte de l'évolution de la situation à l'échelle nationale et mondiale, ce plafonnement sera révisé chaque mois et de nouvelles mesures seront prises au fur et à mesure pour circonscrire la vie chère au Togo. Alors, parmi ces mesures, il y a le plafonnement des prix des produits locaux et importés. L'élément réalisé porte principalement sur cela. Batassé, votre regard sur la décision du président de la République? Bien sûr, nous disons au pays qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je crois que nous avons attiré l'attention du gouvernement depuis 2019, lorsque la crise sanitaire était déclenchée, de prendre réellement des mesures courageuses, audacieuses pour pouvoir anticiper sur l'inflation actuelle que nous connaissons. C'est dans ce sens que nous avons fait également soumis un mémorandum le 6 mai 2020 à la présidente de la République, à toutes les autorités qui dirigent le pays, même les accréditations dans ce pays-là, ont un mémorandum. Et dans ce mémorandum, nous avons proposé toutes les mesures qu'il fallait prendre parce que nous savions que d'ici quelques mois, le monde entier devait connaître cette inflation. Les 4 mesures prises par le président sont dans vos propositions? Les 4 mesures sont dans nos propositions soumises.
Donc aujourd'hui, ce que le gouvernement vient de faire, bon, nous avons salué cela, mais sauf que nous sommes restés sur notre soif au niveau de, surtout des produits, des produits locaux. Nous n'avons pas compris comment est-ce qu'on peut plafonner ces produits-là, alors que le paysan qui est le producteur, on dirait que c'est une mesure discriminatoire contre lui. Nous avons voulu que ces mesures-là concernent plus les taxes au niveau des péages et aussi au niveau des produits pétroliers. Parce que c'est ça qui fait augmenter surtout les prix des denrées alimentaires. Mais si aujourd'hui, bon, c'est fixer bien, mettre un plafond sur le bol du maïs, du riz, etc., bon, je pense que c'est lui faire du tort aux paysans togolais. Il y a 4 mesures, on va aller très vite. Oui. Sana Sadio, vous, quel est votre regard sur le plafonnement des prix des produits locaux et importés? Non, moi je pense qu'il y a des efforts qui sont consolidés de jour en jour. Je me rappelle que le ministre de la Communication, il était sur ce plateau en début d'année pour annoncer certaines mesures, pour parler plutôt, c'est le président de la République qui a annoncé, il est venu développer ces mesures. Et tout de suite, nous avons attiré l'attention sur le fait que ces mesures, certes, sont à louer, sont à féliciter, mais qu'il fallait prendre en compte aussi le secteur informel. Je me réjouis qu'aujourd'hui, ces mesures gouvernementales touchent aussi bien les fonctionnaires que les gens qui exercent librement eux-mêmes leur activité. Concernant ce plafonnement des produits, je crois que c'est à saluer. Mais encore, ça, j'inscris cette décision dans le conjoncturel. On est en train de gérer une situation de crise. Maintenant, il faut qu'une action de long terme soit menée. Parce qu'il faut analyser ce qui fait augmenter le prix des produits, des denrées alimentaires. Il y a d'abord les gens qui s'adonnent plus aux cultures d'exportation parce que ça rapporte plus d'argent. Ça, on ne peut pas l'interdire à une personne parce que j'exerce, c'est-à-dire ma culture, ça me rapporte plus d'argent. Vous ne pouvez pas me forcer à cultiver ce qui me rapporte moins. Alors, si c'est le cas, proposez-moi une compensation. Ça, c'est de 1. Donc, il faut que le gouvernement puisse s'assurer que les surfaces qui sont destinées à la culture des produits que nous consommons localement, cette surface ne soit pas réduite, mais qu'ils promeuvent l'expansion de ces cultures. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, je crois que c'est déjà fait. Il faut empêcher, trouver les moyens que ces produits sortent anarchiquement du territoire, parce qu'il y a une production locale, mais parce que c'est vendu plus cher dans les pays voisins, voilà, on vient, on fait des stocks qui sont envoyés vers l'extérieur. Vous avez vu récemment, il y a eu une action coordonnée qui a permis, je crois, si le chiffre est bon, d'intercepter 2 tonnes de maïs. Donc, ce sont ces éléments-là qui créent la crise, qui créent des tensions sur les pays. Excusez-moi de finir. Oui, ensuite, sans problème. Il y a ce qu'on appelle les conditions sociales dans lesquelles les paysans vivent dans ces milieux, dans ces milieux reculés. L'accès aux services sociaux de base. Vous ne reprocherez pas à un jeune qui n'a pas d'opportunité, comment on appelle ça, d'emploi, d'où il vient, qui n'a pas les moyens d'avoir, ou bien qui n'a pas accès à un centre de santé, qui n'est pas loin de chez lui pour se soigner, de venir à Lomé pour se chercher en devenant conducteur de moto-taxi. Donc je crois que c'est ces actions de long terme qui vont permettre à ce que les prix de ces produits puissent être de manière structurelle abordables. Donc, bien entendu, ce sont des mesures à féliciter, mais encore, le gouvernement fait sa part. Il faut que nous aussi, nous puissions jouer notre rôle. Jouer notre rôle, c'est par exemple parler du numéro vert 85-85, qui est destiné aux situations, ou aux citoyens plutôt, pour dénoncer
rapporter de manière patriotique et républicaine, c'est-à-dire ces choses déviantes qui se passent dans les marchés où le gouvernement s'assure, par exemple, de la défiscalisation d'un produit. Je parle de, par exemple, des produits sur lesquels il n'y aura plus la TVA, mais on remarque que les produits n'ont pas réellement changé de prix. Ça, c'est du rôle de vous et moi pour accompagner l'action du gouvernement pour qu'elle soit plus efficace. Autre mesure, c'est surtout celle qui concerne les agents de la fonction publique, parapublics et les retraités qui vont bénéficier d'une suspension dès le mois de mai jusqu'en fin d'année du remboursement de l'avance d'un mois sur salaire à eux accordé en début d'année. C'est vrai, ça concerne les fonctionnaires, l'Umagloa Kemayo, même si tous les Togolais ne sont pas fonctionnaires, ça peut agir positivement. Oui, parce que il faut toujours commencer quelque part. Comme on a l'habitude de dire à l'école, vous avez peut-être 18 sur 20, mais vous pouvez toujours faire mieux. C'est le cas avec ces mesures-là. Le Togo a énoncé un certain nombre de mesures. Il fallait réagir par rapport à la cherté de la vie. C'est ce qui a été fait. C'est un premier pas. Je crois qu'il faut le consolider, mais plutôt que de considérer que rien n'a été fait du tout par rapport au pouvoir d'achat des populations. Et donc, en ça, je salue l'action qui a été menée, mais je considère qu'il faut l'élargir de toute façon, parce que aujourd'hui, nous sommes dans un espace au sein de la CEDEAO qui est intégré. L'intégration au sein de la CEDEAO fonctionne. Je crois que c'est l'un des 2 espaces sur les 5 qui existent au sein de l'Union africaine où l'intégration est réelle. Et donc, la libre circulation des biens et des personnes, on ne peut pas l'interdire. Or, avec la crise sanitaire, il y a des barrières qui ont été faites douanières pour empêcher que les gens ainsi que les marchandises circulent aussi librement que c'était le cas avant la crise. Certains pays ont décidé d'ouvrir leurs frontières, d'autres ne l'ont pas encore fait. Cela ne peut pas être sans incidence sur le coût de la vie au sein des pays de la CEDEAO et donc au Togo également. Donc je crois qu'au-delà de ça, il faudrait qu'on arrive à uniformiser ces règles-là, à faire que l'ouverture des frontières soit effective pour le bien des citoyens, pour le bien d'une CEDEAO des peuples, comme le voulait leur créateur. La deuxième chose, c'est que si des règles sont prises pour qu'on n'ait pas de dumping, pour que les gens n'achètent par exemple pas du riz ou du pétrole au Nigeria et viennent le revendre moins cher dans les pays voisins, ou que des produits qui ont été fabriqués au Togo soient revendus à côté à des prix qui défient la concurrence, alors qu'au Togo c'est le prix fort. Tout cela, il faut s'arranger pour que les règles communautaires protège les citoyens. Et il n'y a rien de mieux que d'universaliser, faire une politique commune dans toutes ces choses-là. Et puis la dernière chose, c'est que nous devons apprendre à consommer local. C'est quelque chose que le ministère du Commerce a lancé, qui commence à avoir son ampleur, mais nous devons de plus en plus apprendre à vivre de façon endogène. Nos économies sont fragiles, elles sont exposées à beaucoup d'aléas à l'international qui ont souvent des conséquences très importantes, notamment au niveau alimentaire chez nous. Apprenons au moins sur ces terrains-là à consommer local, puisqu'on n'est pas obligé d'acheter du blé en Ukraine ou en Russie pour faire tourner nos économies. Apprenons à produire ce que nous mangeons et à manger ce que nous produisons. Alors, cette mesure, comment vous la voyez, ça peut vous servir, hein, surtout que vous êtes fonctionnaire, Monsieur Badassé, et surtout qu'il y a tellement de fonctionnaires au sein de votre parti politique. Il faut demander d'abord s'il a bénéficié de ce principe. S'il n'a pas bénéficié, il va le dire. Voilà. J'aurais demandé ma part. Je crois que au départ, j'ai dit qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Voilà. Le gouvernement a tardé, certes, à prendre des mesures, mais ça a été effectif. Nous avons d'abord, dans un premier temps, salué cela, mais d'ici peu, notre pays va sortir un communiqué pour saluer ces mesures, mais pour dire également les mesures sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et nous comptons mener des actions vraiment en faveur du monde paysan qui est le parent pauvre dans ces mesures qui ont été prises par le gouvernement. C'est comme nous considérons que c'est une discrimination. Il y a le financement des engrais à prix réduit. Fait à l'endroit des paysans. Est-ce que le gouvernement a plafonné le prix des métayers? Est-ce que le gouvernement accorde quand même des subventions ou bien des prêts? Comme dans le passé, nous avons la Caisse nationale de crédit agricole. Est-ce que les paysans aujourd'hui sont soutenus? À part les fonds de la finance inclusive,
le crédit ABSEF, je crois que le monde paysan est aujourd'hui laissé pour compte dans ces mesures prises par le gouvernement. En ce qui concerne la suspension du paiement, du remboursement, je crois que ça va donner un peu d'oxygène aux fonctionnaires togolais, surtout qui tirent le diable par la queue ces derniers temps. Autre mesure, les bénéficiaires des produits du Fonds national de la finance inclusive, FNFI, bénéficient d'une réduction de 2 points du taux d'intérêt dans toutes les localités et de 4 points dans les zones réputées vulnérables. Vous êtes analyste économique, Sana Komlan Sadio et tout. En français, facile, surtout sur le plan économique, ça veut dire quoi? Non, en fait, j'aimerais rebondir, c'est toujours dans cette continuité d'ailleurs, de parler un peu du monde paysan avant d'aborder cet aspect. Il y a encore un aspect. Oui. Le gouvernement, dans ces mesures, a bien entendu tenu compte du monde paysan. Tout d'abord parce que on parle de mise à disposition d'engrais à des prix réduits. Certes, le gouvernement ne peut pas fixer le prix du métayer. C'est comme par exemple le gouvernement ne peut pas fixer l'écolage de l'école où vous allez scolariser vos enfants. Mais le gouvernement peut agir, peut accorder des primes. Le gouvernement peut s'asseoir au remboursement des prêts, par exemple, qui va peut-être vous permettre de... Parce que lorsqu'on parle d'économie en termes d'argent qui rentre, il faut l'entendre au sens le plus large du terme. C'est soit de l'argent qu'on vous donne, ou soit on permet une baisse de vos charges. Donc, c'est des deux côtés. Si je vous donne de l'argent, je vous aide financièrement. Mais si, par exemple, vous payez une taxe qui était à 120 et que je la rabaisse, vous payez 80 francs, ça aussi, c'est de l'argent que je vous donne. Ceci dit, ça fait aussi allusion à la réduction des taux d'intérêt de ces produits du FNFI. Par exemple, lorsque un taux était à 5% et que c'est ramené à 3%, ça veut dire que la charge financière, l'intérêt de ce prêt que vous avez contracté, cet intérêt est diminué. Donc, en français facile, cela veut surtout dire, économique. Cela veut dire qu'il y aura une restructuration des plans d'amortissement des prêts qui avaient été déjà accordés, puisque la mesure dans le communiqué du gouvernement est rétroactive et commence à partir du 1er janvier 2022. Le gouvernement ne va pas fixer les prix du métayer, mais en réduisant les taux d'intérêt qui ont commencé par courir depuis le 1er janvier 2022, en les réduisant, il accorde une marge financière aux paysans togolais. Concernant toujours le monde paysan, il faut le dire, il n'y a plus certes une banque comme l'a cité notre ami du PPI, mais peut-on parler de cela sans parler du MIFA, qui est le mécanisme incitatif de financement de l'agriculture au Togo. Si vous avez bien suivi le message du président de la République, il a parlé du monde paysan, il a parlé de la mécanisation, il a parlé de beaucoup de choses. Donc moi je pense aujourd'hui que beaucoup d'efforts sont faits, quand bien même il en reste encore plus beaucoup à mener. Mais avant de terminer, j'aimerais aussi faire, comment on appelle ça, une clarification, parce que moi-même j'en ai été victime. Il s'agit de l'exemption du paiement de la taxe, sur la TVM. La TVM. Ça c'est le dernier point. Motorisé. Donc il s'agit d'une exonération qui ne concerne pas, nous, les usagers, ça concerne les transporteurs. Donc il faut que les gens fassent cette distinction. C'est les gens qui sont dans le transport en commun qui bénéficient de cette exonération, pour que les prix du transport ne soient pas élevés. Donc c'est cette distinction. Oui, c'est vrai qu'on a déjà parlé de ce point. Oui, un regard également sur ce point développé tout à l'heure par Sana. Non, je resterai très global, parce que le fait est que
l'État ne peut donner que ce qu'il a en termes de finances. C'est-à-dire que malgré toute sa bonne volonté, il peut planter un cadre et agir sur ce qui est de son domaine de compétences tout comme immédiat. la plus belle femme au monde. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Et je pense que c'est une belle femme. Donc, il y a ça et il y a que le dialogue doit se poursuivre. Au-delà du cadre général qui a été fixé, c'est maintenant aux uns et aux autres de trouver les moyens pour que soit les métayers, soit les paysans, soit les vendeuses au marché qui doivent payer leur loyer et payer d'autres contributions, que ces charges-là soient réduites également. Mais le cadre a été fixé. L'idée générale, c'est d'arriver à redonner du pouvoir d'achat aux Togolais et aux Togolaises, à toutes les personnes qui vivent au Togo et qui doivent dépenser chaque jour, qu'elles aient un peu plus de pouvoir d'achat. À défaut de leur donner de l'argent, on peut les empêcher d'en perdre. Et donc je crois que ça déjà c'est une bonne chose et que la dynamique qui a été engagée doit être poursuivie maintenant au niveau social de façon plus globale par les uns et les autres pour que l'amplitude que l'on souhaite pour ce mouvement-là soit importante. Quatrième point, les acteurs du secteur informel, notamment les commerçants qui ont pour cadre d'activité les marchés, seront exemptés du paiement des taxes de tickets de marché au cours des 3 prochains mois à compter de mai 2022. Abel Vadassi. C'est une bonne mesure, sauf que les communes dans lesquelles ces marchés sont implantés, ces communes-là, bon, le gouvernement a dit que ces communes seront dotées peut-être d'une enveloppe financière pour compenser aux pertes. Mais nous avons vu ce qui s'est passé dans le cadre de la gratification de l'écolage pour cette rentrée pour les élèves des collèges. Mais les établissements publics ont peiné durant toute l'année scolaire à venir, surtout les chefs d'établissement, à venir à bout des charges. Et certains même n'avaient plus de RAM pour faire les copies aux élèves pour les devoirs. Ces décisions sont très bonnes, mais est-ce qu'elles sont accompagnées? Nous, notre souhait, c'est que lorsque le gouvernement prend cette mesure-là de la suspension de paiement des taxes au niveau des marchés, mais il faut que les mairies, dont les premières sources de revenus, ce sont ces taxes-là, mais il faut que ces mairies-là soient véritablement accompagnées afin qu'on ne retombe pas dans les mêmes problèmes que les chefs d'établissement ont connus au cours de l'année scolaire. Il faut dire que cette mesure, ça... oui, allez-y. Je voudrais revenir sur le point concernant les mesures que le gouvernement a prises pour le FNFI. Ouais. Je crois que le PPI avait déjà fait des propositions dans ce sens. Nous avons dit qu'au Togo ici, non, nous n'avons pas encore une sécurité sociale. Nous n'avons pas encore une sécurité sociale. Et c'est un problème pour nous. Nous avons une sécurité sociale pour les fonctionnaires et non pour les Togolais. C'est dans ce sens que nous avons proposé. Bon, on n'a pas compris pourquoi dans un pays, c'est à ceux qui travaillent, aux fonctionnaires, ceux qui travaillent déjà, c'est à eux encore que la Caisse nationale de sécurité sociale donne de l'argent pour supporter les enfants. Et les paysans, la grande partie des paysans, mais qu'ont-ils fait? Ne sont-ils pas togolais? Voilà pourquoi nous avons proposé une autre forme de sécurité sociale. Le programme AFASO, l'assistance familiale pour l'ascension sociale, qui accorde 4 000 francs par ménage qualifié. Et je pense que c'est à partir de cette proposition que le gouvernement a lancé en mars, je crois, 2019, les transferts monétaires de 5 000 francs par ménage. Nous avons apprécié cela, mais nous avons dit que cette mesure-là pouvait être étendue aux ménages vulnérables, qui sont vraiment très nombreux au Togo. Pas seulement à 600 000 foyers, donc 60 000 foyers. Donc, nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire au Togo. C'est vrai et les efforts sont faits. Les efforts sont faits, mais aujourd'hui, il reste encore beaucoup. Alors, Sana, on a encore 1 minute. Oui, Votre regard ce que moi j'aimerais dire, général sur tout ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actions qui sont menées par le gouvernement. Je veux parler de l'Agence nationale pour l'appui au développement à la base, qui a établi, si je peux le dire ainsi, une cartographie des couches défavorisées de la population et qui mène beaucoup d'actions en leur direction. Certes, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais il faut reconnaître que le Togo est pionnier dans la mise en place de l'assurance maladie universelle. Je crois que ça,
c'est une grande avancée pour le Togo. Cela veut dire que l'on soit fonctionnaire, que l'on soit paysan, que l'on soit X, vous êtes Togolais, vous bénéficiez de l'assurance maladie universelle. Mais enfin, j'aimerais parler de la collecte des taxes au péage. Parce que je ne comprends pas, par exemple, que l'on puisse percevoir les taxes au péage pour une rue qui est en construction, où vous souffrez avant d'arriver à Palimé. Je veux parler de la route de Lobé-Palimé. Voilà, je crois que c'est le péage d'Akepe, si je ne me trompe bien, de Mouepé. Donc je pense que c'est indécent. C'est indécent de collecter le péage à ce niveau. Merci beaucoup à vous, Sana Komlan Sadio et tout. Vous êtes analyste économique et sociopolitique. Merci également à l'homme politique Abel Ezou Yao Badassé. Vous êtes secrétaire général du PPI. Il faut qu'il paie la communication politique. Il a beaucoup parlé du PPI. Le parti du peuple et de l'intégrité. Merci également au journaliste Magloa Kumayo. Vous êtes également écrivain. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Allez, on se retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.